Bonjour, c'est Dr Hallali. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de l'insuffisance respiratoire nasale. Pour commencer, d'abord, il faut définir l'obstruction nasale, qui est simplement le fait d'avoir le nez bouché. Ce symptôme, qui est très fréquent, ne doit pas être banalisé, car la respiration par le nez est importante. Le passage de l'air dans les fosses nasales permet de le filtrer, le réchauffer et de l'humidifier avant son arrivée dans les poumons. Les causes de l'obstruction nasale sont multiples. Et d'ailleurs, c'est ça notre but, c'est le but de notre cours d'aujourd'hui qui va nous permettre de connaître et d'étudier les différentes causes qui s'opposent au passage physiologique de l'air au niveau de l'une ou des deux fosses nasales et en même temps les troubles qui en résultent ou bien les conséquences de cette insuffisance respiratoire. L'obstacle peut siéger au niveau des orifices narinaires des fosses nasales proprement dites et ou au niveau du cavum. Une obstruction nasale unilatérale peut ne pas donner lieu à une insuffisance respiratoire et peut se trouver compensée par le flux aérien de la fosse nasale contralatérale. Mais il faut toujours garder à l'esprit une éventuelle cause tumorale devant une obstruction nasale unilatérale. Maintenant, on va passer au rappel anatomique. Le nez, ou bien la pyramide nasale, est la portion de l'appareil nasal qui fait saillie au niveau de la partie médiane du massif facial moyen. Donc, elle constitue un auvent aux cavités nasales qu'elle protège. Elle comprend trois éléments: un squelette osséo-cartilagineux, un revêtement interne cutaneo-muqueux et un revêtement externe. Donc, c'est ça la pyramide nasale. Donc, siège au niveau du massif facial dans la partie moyenne, constitué de trois éléments: un squelette osteo-cartilagineux, l'os nasal, l'os frontal, l'apophyse ou bien le processus frontal du maxillaire. On a l'élément cartilagineux qui sont faits partie par les cartilages alaires, les cartilages latéraux et un autre médian. Et là, on voit bien l'intérieur du nez qui est recouvert par un revêtement cutano-muqueux. Et sur la face externe, elle est recouverte par un revêtement musculaire. Donc, comme on a vu, l'élément osseux, c'est l'os nasal et le processus frontal du maxillaire. L'élément cartilagineux, c'est le cartilage médian, le cartilage latéral, le cartilage alaire. Donc, les fosses nasales sont deux cavités nasales séparées par une cloison nasale. Chaque cavité possède une paroi supérieure, une paroi inférieure, un plancher et une paroi latérale. Cette dernière, c'est-à-dire la paroi latérale, comprend un cadre osseux, les cornets, avec leurs nerfs. C'est des saillies osseuses qui délimitent avec la paroi externe des méas. C'est des petites ouvertures où les sinus se drainent dans les fosses nasales. Donc voilà, le groupe sagittal passe par les fosses nasales. Là, on voit bien les cornets, bien les sailles osseuses
On a trois, qui sont au nombre de trois. On a le cornet inférieur, le cornet moyen et le cornet supérieur. On a le plancher, on a la paroi supérieure et les deux parois latérales qui communiquent avec, c'est-à-dire avec le cavum ici. Au niveau du cavum, les deux parois latérales communiquent avec les deux oreilles moyennes. Sur cette image, on voit les cavités ou bien les sinus qui sont annexés aux fosses nasales. Donc, on voit bien ici les cornets, donc les deux cornets inférieurs, les deux cornets moyens et les deux cornets supérieurs. Et de part et d'autre, on voit les sinus là, c'est les sinus maxillaires. Donc, là aussi, on voit bien une coupe sagittale des fosses nasales et du cavum là. Donc, la partie externe, c'est l'auvent qui est visible. Et là, c'est le cavum. Et là, c'est la partie des cornets, ou bien des sailles osseuses. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est quand on examine un malade, donc, c'est ça, une fosse nasale. Donc là, on voit le cornet, donc qui est composé d'un corps, d'une tête, d'un corps et d'un queue. À la fin, on se retrouve au niveau du cavum. C'est ça le cavum. C'est ça, au postérieur du cavum. Maintenant, on va passer au rappel histologique. Donc, la muqueuse des cavités nasales ou bien la cavité pituitaire est constituée d'un chorion et d'un épithélium. Cet épithélium est variable. Il est de type cutané au niveau de la région vestibulaire, de type cylindrique stratifié avec cellules olfactosensorielles dans la région olfactive, de type cylindrique stratifié et cilié dans la région respiratoire. Maintenant, on passe au rappel physiologique. Donc, le nez assure la fonction de la respiration et aussi l'olfaction. Donc, comme on a vu tout à l'heure au niveau de, quand on a entamé l'introduction, on a vu que le nez rassure le conditionnement, le réchauffement, l'humidification et la purification de l'air inspiré. Donc, dans des conditions normales, et notamment au repos, chez le sujet sain, la seule voie respiratoire physiologique est la voie nasale. Parce que le nez assure toutes ces fonctions. La respiration orale est un complément utilisé en cas de besoin accru, lors d'un exercice musculaire, lors d'un stress, ou dans le cas évident, c'est-à-dire dans le cas d'une obstruction nasale. Maintenant, on va passer au diagnostic positif. On commence toujours par un interrogatoire. Donc, on demande l'âge du patient, parce qu'on va voir par la suite les causes de cette obstruction nasale qui vont être classées selon l'âge. C'est important de demander toujours l'âge du patient. Les antécédents du patient, c'est très important. Antécédents familiaux, l'existence d'un asthme, d'un terrain atopique dans la famille, chirurgicaux, une intervention chirurgicale sur les fosses nasales ou bien sur les sinus, et en même temps des antécédents médicaux du patient, l'ensemble d'une tuberculose, d'un asthme, d'un traumatisme. Et puis on passe au signe fonctionnel, qui est le plus important, c'est l'insuffisance respiratoire. Et aussi
le signe accompagnateur. Et à la fin, on doit apprécier le retentissement de cette insuffisance respiratoire sur le malade. On va détailler bien sûr la gêne respiratoire ou bien la sensation de cette insuffisance respiratoire. Donc, c'est une sensation désagréable qui éprouve le malade. C'est ça le motif de la consultation. Donc, il faut préciser le siège. Est-ce que c'est une obstruction unilatérale ou bien bilatérale? On a déjà vu que l'unilatérale, en général, elle est bien supportée. Mais il faut faire toujours attention avec l'obstruction unilatérale, surtout si elle s'accompagne avec d'autres signes, par exemple comme le CE. La rapidité d'installation aussi, il faut demander. Si c'est une obstruction nasale qui s'est installée rapidement, ou bien qui remonte à plusieurs mois ou bien années. L'âge du sujet, parce que le retentissement de l'obstruction nasale il est plus important chez le nourrisson et le nouveau-né. Il faut aussi demander les signes accompagnateurs. Est-ce qu'il y a un trouble de l'olfaction? Est-ce qu'il y a un trouble de la phonation qu'on appelle la rhinomalie thermique? Donc la voix devient assourdie. Autre signe, saignement, éternuement par exemple. Il peut nous aider à s'orienter vers telle ou telle pathologie ou cause. Bien sûr, l'examen clinique maintenant. Donc, inspection bien sûr de l'examen de la pyramide nasale. Il faut apprécier la forme générale, l'examen de la lame osseuse, examen de la portion cartilagineuse et aussi les orifices narinaires. Rhinoscopie antérieure après rétraction et nettoyage des fosses nasales. Il nous permet d'apprécier le symptôme, les régions supérieures, postérieures, et on va compléter par une rhinoscopie postérieure. Bon, c'est un examen un peu gênant et l'accès est difficile. C'est pour cela qu'on utilise des moyens pour y accéder, soit par un miroir, qui est un examen un petit peu maintenant de nos jours dépassé, sinon on utilise un nasopharyngoscope et là ça devient un examen direct du cavant. Il ne faut jamais oublier l'examen bucco-pharyngé, surtout chez l'enfant. Afin aussi d'apprécier l'état dentaire de l'enfant. Donc le retentissement de cette obstruction sur le développement dentaire. Là, ce qu'on appelle la rhinoscopie antérieure. Comme vous voyez, c'est l'orifice narinaire. On introduit un instrument qu'on appelle le spéculum nasal. Il est métallique avec deux valves. Il nous permet d'écarter l'orifice narinaire et de voir mieux l'intérieur de la fosse nasale. Là, c'est le cartilage céphale, c'est la cloison qui sépare les deux fosses nasales. Et en même temps, on peut voir et apprécier la muqueuse, le cornet, ou bien des fois les cornets, l'existence d'un saignement, d'une tumeur, d'un kyste, etc. Donc, ça nous permet d'examiner la partie antérieure. Voilà, c'est ce qu'on a vu maintenant. Donc, c'est le spéculum qui écarte l'orifice narinaire. Ça nous permet de voir le cornet inférieur, moyen, la cloison nasale, le plancher. C'est une même image, mais là, c'est généralement c'est l'endoscopie qui nous permet d'avoir cette image.
Là, c'est la rhinoscopie postérieure au miroir. C'est un examen très gênant qui est dépassé, presque dépassé. On n'utilise plus. On utilise c'est-à-dire un matériel microscopique qui est rigide. Voilà, qui nous permet de voir la partie supérieure du nasopharynx. En même temps, on peut voir même aussi le larynx. Là, on voit un médecin qui est en train d'examiner un enfant par le nasofibroscope. Donc, on l'utilise généralement surtout chez l'enfant, parce que la partie postérieure, ou bien la rhinoscopie postérieure, est très difficile chez l'enfant. Maintenant, les examens complémentaires. Donc, on demande des examens complémentaires qui dépendent de la des signes qu'on retrouve en faisant l'examen clinique. Donc, soit on demande des examens radiologiques standards, ou bien un scanner, ou bien une IRM. Il peut s'agir aussi d'un bilan sanguin, sérologique, et même voir une biopsie en cas où on trouve une tumeur. Donc là, c'est des radios standards. Là, par exemple, c'est une radio du crâne, profil. Là, par exemple, c'est le cabane. Là, on voit un gonflement, un rétrécissement de la filière aérienne. Là, c'est en rapport avec un paquet adénoïdien. Là, c'est des images scénographiques aussi de la fosse nasale. C'est ça. Voilà, c'est le cabane, fosse nasale. Il y a d'autres examens. La rhinomanométrie nous permet de mesurer la quantité de débit et de la pression de l'air au niveau des fosses nasales avant et après submersion par un allergène. Aussi, il y a aussi un examen, un test au miroir de Glaser. C'est on demande au patient de respirer et de lui placer devant chaque narine un miroir et on apprécie la quantité de chaque narine, c'est-à-dire on apprécie la quantité d'air expiré. Maintenant, à la fin de l'examen, il faut apprécier le retentissement local et général de cette obstruction nasale sur le malade. Donc, au niveau de l'arbre respiratoire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème? Donc, le défaut de ventilation des fosses nasales entraîne quoi? Des sécrétions et des exsudats, avec diminution des possibilités de défense de la muqueuse, qui permet c'est-à-dire des conditions favorables à la pullulation des microbiens. Et ceci ça va entraîner des rhinites à répétition, des rhinites virulentes et des sinusites à répétition. Donc, le défaut de ventilation va engendrer des sinusites, des rhinites à répétition. Sur les oreilles, c'est un retentissement précoce et fréquent. Donc, le retentissement de l'obstruction nasale sur les oreilles par défaut d'aération, donc il faut avoir des otites moyennes aiguës, des otites moyennes sur la muqueuse, des capaculaires, par défaut d'aération des oreilles. Il faut avoir en tête qu'il faut toujours rechercher une obstruction nasale devant une otite aiguë ou chronique. Retentissement sur le pharynx, avoir des angines à répétition aussi, des pharyngites chroniques.
peut avoir aussi de la laryngite. Sur l'appareil pulmonaire, des bronchites aiguës à répétition. Et des bronchites chroniques. Diminution du tonus musculaire et de l'amplification thoracique engendrant une diminution de la ventilation pulmonaire. Trouble de développement, on va avoir ce qu'on appelle le faciès adénoïdien. On va avoir des déformations thoraciques, déformations du rachis. Voilà. Donc, un mauvais développement dentaire, et ce qu'on appelle le faciès adénoïdien. C'est un faciès très typique d'un enfant qui souffre d'une obstruction nasale chronique suite à un papier adénoïdien. Donc, le visage allongé, bouche ouverte, le nez pincé, les lèvres sèches. Maintenant, trouble nerveux, donc le retentissement sur le système nerveux pour avoir des céphalées, des troubles de caractère. Parce que le malade dort mal, automatiquement, ça va retentir sur son caractère. Maintenant, le diagnostic différentiel. Ça nous permet d'éliminer les autres causes de l'obstruction nasale, qui sont d'origine extra-nasale. Donc, à titre central, un coma traumatisé, insuffisance bronchopulmonaire, épanchement pleuro, les pneumoratiques, l'asthme, insuffisance pharyngo-laryngée. Tout ça peut donner des insuffisances respiratoires et des pathologies nasales. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante qui va nous permettre d'encadrer les causes de cette obstruction nasale. Donc, il y a tellement de causes que je vous demande de bien suivre cette partie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les causes, on les a classées selon l'âge. Donc, il y a des pathologies, c'est-à-dire spécifiques chez le nouveau-né. Par exemple, l'atrésie choanale bilatérale. Parce que se déclenche et se déclare dès la naissance, quand elle est bilatérale. Il y a aussi d'autres causes qu'on va voir par la suite. Donc, l'obstruction nasale, quand elle est bilatérale, est toujours à l'origine d'une détresse respiratoire. Voilà, donc c'est une urgence. Le diagnostic repose sur l'introduction d'une sonde qui bute à 3,5 cm de l'orifice narinaire. C'est une sonde qui ne passe pas parce qu'il y a un membrane qui va l'empêcher de rentrer plus profondément. Donc, la majoration continue, c'est-à-dire des fois, c'est la majoration de l'insuffisance respiratoire et des troubles de la déglutition lors de la tétée. Le traitement est toujours chirurgical. Voilà. Donc, on voit ici. Voilà, là. Incorporation, voilà. Ça permet par le il faut perforer. Deuxième cause, c'est l'obstruction de l'orifice narinière due à la persistance du membrane qui ferme l'orifice, toujours le traitement chirurgical. Il y a aussi les rhinites. Il peut s'agir d'un tableau d'une détresse respiratoire. L'examen retrouve une turgescence des cornets, qu'on a vu tout à l'heure, plaquée contre le septum, ainsi qu'une congestion importante des muqueuses. L'étiologie est le plus souvent incertaine, mais les manœuvres endonasales répétées sont incriminées. Les manœuvres endonasales répétées sont incriminées. Le traitement, il faut désinfecter les fosses nasales, il faut donner des anti-inflammatoires, des vasoconstricteurs dans les fosses nasales et l'amélioration est de principe. Chez le nouveau-né toujours, on peut avoir une déviation de la cloison nasale. Oui, on peut avoir une déviation de la cloison nasale suite à un accouchement.
cystocique ou bien, et il faut la reconnaître et la traiter dès la naissance. Maintenant, chez le nourrisson et le jeune enfant. Donc, les causes qui sont l'imperforation choanale unilatérale, toujours unilatérale, c'est moins parlant. Le diagnostic tardif peut se manifester par une obstruction nasale et rhinorrhée purulente unilatérale. L'impossibilité d'introduire une sonde en caoutchouc pose le diagnostic. La sonde ne peut pas passer. Il y a la cause la plus fréquente, je dis bien la plus fréquente chez le jeune enfant et le nourrisson. C'est une végétation adénoïdienne. Donc, l'hypertrophie des végétations adénoïdiennes, la théologie la plus fréquente, aggravée par les poussées inflammatoires. Le diagnostic est établi par, quand on voit une traînée mucopurulente sur la paroi postérieure de l'oropharynx, une masse gris-rosé remplissant le cavum à la rhinoscopie postérieure et la radiographie aussi, et même la fibroscopie. Le traitement est chirurgical. Il s'agit d'une adénoïdectomie. Voilà, c'est ça le paquet. C'est ça l'hypertrophie qu'on appelle l'hypertrophie des végétation adénoïde. C'est un tissu lymphoïde qui est hypertrophié. Troisième corps, c'est les corps étrangers de fosse nasale. Vous voyez, c'est tellement fréquent chez le nourrisson. Dès qu'on commence à bouger, on commence à introduire des objets dans le nez. Il faut les extraire, bien sûr. Donc, très fréquent chez l'enfant, passant souvent inaperçu. L'obstruction nasale unilatérale avec rhinorrhée critique doit attirer l'attention. Des fois, ce n'est pas l'obstruction nasale, ce n'est pas l'insuffisance respiratoire, mais le diagnostic est posé sur cette notion. La rhinorrhée critique qui attire l'attention et pousse les parents à consulter. Et le traitement, c'est l'extraction du corps étranger, du corps étranger. Et aussi les déviations de la cloison nasale peuvent retentir gravement sur l'oreille moyenne et les voies respiratoires inférieures. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Du fait de la croissance de la pyramide nasale, la chirurgie n'est pas dénuée du risque. Donc, il faut toujours opérer le malade, mais à la fin de la croissance généralement. À la fin de la croissance de la puberté. Maintenant, on va passer aux causes de l'adulte et le grand enfant. Donc, il y a des anomalies en rapport avec des pathologies tumorales, que ce soit bénignes ou malignes, des anomalies architecturales, des altérations de la muqueuse et autres causes qu'on va voir aussi. On commence par les tumeurs. Donc, les tumeurs bénignes. On peut avoir des kystes congénitaux, des kystes secondaires à l'hématome, les polypes saignants de la cloison. C'est une tumeur pédiculée, vasculaire et hémorragique. D'accord? Les polypes saignants de la cloison. Tumeur vasculaire, bénigne et très hémorragique. Le traitement, c'est l'ablation du polype. On peut avoir aussi l'encombrant. Au niveau de la paroi externe, il peut y avoir plusieurs types de tumeurs bénignes, les papillons, les adénomes, les fibromes, les kystes congénitaux aussi. Il y a une pathologie qui est bénigne mais qui est grave par son extension, qui touche généralement le garçon adolescent, ce qu'on appelle le fibrome nasopharyngien. C'est une tumeur aussi pédiculée congestive.
L'épistaxis est souvent le premier signe. Il y a un geste qu'il faut éviter, c'est la biopsie, car risque important d'hémorragie. Le traitement, c'est basé sur l'éradication de la tumeur, de ses prolongements. Et là, il faut mentionner que c'est une chirurgie, une intervention très hémorragique. Il y a aussi les polypes muqueux. Il y a aussi le polype solitaire de Guillain, très fréquent. Donc là, on a le fibrome nasopharyngien. C'est une tumeur vascularisée, vasculaire, qui touche l'adolescent, ou bien là, le garçon adolescent, au sexe masculin bien sûr, diagnostiqué surtout par les épistaxis, le traitement des chirurgies. Maintenant, les tumeurs malignes. Donc, toutes les tumeurs peuvent être rencontrées, elles peuvent être révélées par une obstruction nasale. Donc, il faut penser devant tout adulte, ou même jeune, présentant une obstruction nasale unilatérale d'apparition récente, accompagnée, je dis bien, accompagnée de manifestations douloureuses et d'épistaxis. Donc, une obstruction nasale chez un adulte, même jeune, accompagnée d'une douleur et une épistaxis, doit attirer l'attention et il faut que le malade aille voir un médecin spécialiste. Donc, il faut faire une rhinoscopie postérieure. Au stade d'obstruction nasale, la masse jaunâtre, bien ulcérée, bien elle est irrégulière, elle tient le contact, parce que macroscopique, il est évident. Bien sûr, il faut faire un bilan d'extension radiologique basé sur la TDM pour évaluer l'extension de la tumeur. Et bien sûr, l'examen de certitude, c'est la biopsie et l'examen histologique. Parmi les causes des fosses nasales, des tumeurs de fosse nasale, c'est la tumeur du cava. Donc, en Algérie, c'est un pays où cette tumeur est très répandue. Donc, une zone intermédiaire. Donc, il faut toujours avoir dans l'esprit cette tumeur, bien le cancer du cava. Donc, à l'esprit, toujours avoir cette tumeur. Donc, l'examen du cava doit être bien fait, surtout si le patient présente les 4 syndromes. Vous avez vu dans votre cours des tumeurs des fosses du cava. Donc, il faut faire comme toute tumeur, il faut explorer avec un bilan radiologique et faire la biopsie qui nous permet de faire le diagnostic de certitude. Il s'agit le plus souvent d'un UCNT qu'il faut traiter par la suite par chimioradiothérapie. Donc, maintenant, on va passer aux anomalies architecturales d'insuffisance alaire. Voilà. Là, c'est le cartilage alaire qui permettent cette forme de la partie basse du nez. D'accord? Ils soutiennent la partie inférieure du nez. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir donc une aspiration des ailes du nez, une aspiration collapsule à l'entrée de l'air dans la fosse nasale. Parce qu'il n'y a plus de support. Le traitement, il est chirurgical. On a aussi la sténose osseuse antérieure. Rechercher le traitement aussi chirurgical. Les déviations de la cloison nasale. Vous voyez là, la cloison nasale, elle est déviée, elle n'est pas rectifiée.
recherché pour spéculum aussi. Donc, c'est une disharmonie entre le développement de la cloison et de son cadre osseux, généralement les traumatiques. Le traitement chirurgical. Donc, chez l'enfant, il faut toujours attendre la fin de croissance avant d'envisager un traitement chirurgical. On a aussi l'hypertrophie des cornées. Rechercher aussi des spéculums, les dons, traitement chirurgical, ou bien il faut faire une turbinectomie, c'est un décartement de cornée inférieure. Maintenant, autre cause, il peut y avoir même des végétations adénoïdes, la persistance plutôt des végétations adénoïdes chez le ventre enfant et l'adulte. On va passer aux causes, c'est-à-dire les altérations de la muqueuse. Donc, la muqueuse respiratoire ou bien la muqueuse pituitaire réagit à toute agression mécanique, infectieuse, allergique, par congestion intense, qui compromet la perméabilité nasale. Donc, les altérations muqueuses, on a les rhinites allergiques, plutôt les rhinites aiguës. Donc, les rhinites aiguës, soit de chlorose infectieuse ou allergique. C'est une cause banale d'obstruction nasale, transitoire, banale et de courte durée. Le traitement basé sur l'antibiothérapie si c'est infectieuse ou bien la corticothérapie si c'est allergique. Maintenant, les rhinites chroniques maintenant. On a dans ce chapitre, on a l'allergie naso-sinusienne, donc basée sur les antécédents, sur l'interrogatoire. Donc, il y a la notion d'antécédents personnels. L'examen retrouve des rhinorhécéreuses muqueuses, la notion des rhinorhécéreuses muqueuses. La muqueuse à l'examen peut être visible, c'est une muqueuse pâle, violacée. Il faut faire même des tests cutanés pour le diagnostic. Il y a aussi les infections chroniques. Le début fait suite à une rougeole par exemple, scarlatine ou grippe. L'examen retrouve une rhinorrhée purulente. On va avoir une macro de la cloison. Des examens radiologiques biologiques sont demandés. Les facteurs chimiques provoquant des altérations muqueuses et même des troubles végétaux et hormonaux. Par exemple, la grossesse peut donner des rhinites chroniques. Les rhinites qu'on appelle hypertrophiques. C'est un état d'hypertrophie durable de la muqueuse, sans cause. À l'interrogatoire, on ne trouve pas la notion d'allergie. C'est une obstruction nasale permanente ou intermittente plus marquée la nuit. La rhinoscopie retrouve l'hypertrophie de la tête et de la queue du cornée inférieur. C'est un cornée très augmenté de volume qui date gélatineux. Il se rétracte sous vasoconstricteur. Traitement cortical. Maintenant, on a aussi notre entité, c'est la polypose naso-sinusienne. Voilà. Donc là, c'est très clair ici. Donc, c'est quoi? C'est une réaction bénigne œdémateuse du corion de la muqueuse pituitaire. Donc, on fait une rhinoscopie antérieure, on trouve une masse blanchâtre, pâle, lisse, arrondie. Mais là, il n'y a aucune action des vasoconstricteurs. Donc, l'action des vasoconstricteurs est nulle par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand il s'agit d'une polypose naso-sinusienne, donc c'est une réaction bénigne œdémateuse du corion de la muqueuse, c'est le corion de la muqueuse. Cette masse se voit visible sous forme d'une masse blanchâtre, pâle, lisse, arrondie, bilatérale. Oscillée, elle est très mollasse, gélatineuse, ne s'émet pas au contact. Elle est aussi insensible. L'action des vasoconstricteurs est nulle. La radiologie met en évidence cette pathologie. Le traitement,
basé sur l'ablation des polypes et en même temps un traitement médical associé. C'est ça ce qu'on appelle la polypose associée à une réaction œdémateuse de la muqueuse. Évidemment, celle-là, c'est noir, de l'air ici. Et là, on voit que cet espace est comblé par cette polypose, cette réaction inflammatoire œdémateuse de la muqueuse nasale. Les rhinites spécifiques, c'est quoi? C'est la tuberculose nasale qui se trouve sous forme de défiguration au niveau de la muqueuse nasale. Le diagnostic posé par ce la biopsie et aussi la syphilis nasale qu'il ne faut pas oublier. Au niveau maintenant, les problèmes au niveau de la cloison. On peut avoir un hématome de la cloison post-traumatique. C'est surtout au niveau de la partie antérieure. Le traitement, il faut évacuer l'hématome. Sinon, on va avoir une nécrose de la cloison et de là, une chute de la pyramide nasale. Donc, il faut toujours, après un hématome, évacuer l'hématome. L'abcès de la cloison secondaire souvent un hématome aussi, incision rapide ou bistouri. Autre cause, on a les synéchies. Le synéchie, c'est quoi? C'est une adhérence de la muqueuse cloison en dedans et les cornes inférieures en dehors. Soit congénitale, soit traumatique, soit infectieuse. Traitement, section de la synéchie ou débris cicatricieux. Voilà. Ça, c'est le point qu'on voit ici. Le relief. Muqueuse corne inférieure avec celle de la cloison. Pour étranger, divers objets peuvent être retrouvés. Oui, il ne faut pas toujours y penser. Rhinorrhée purulente fétide unilatérale, extraction du corps étrange, comme l'enfant. On a aussi la rhinolithose due à la précipitation de sel calcaire autour d'un corps étranger ou un bouchon muqueux. Elle est due à la précipitation de sel calcaire autour d'un corps étranger ou un bouchon muqueux, de couleur noire, de surface irrégulière. Traitement extraction. Donc elle est difficile à cause de l'enclavement. Il y a aussi la conchaviosa. Est une pneumatisation du cornet moyen ou de la bulle ethmoïdale, voussure de la paroi externe de la fosse nasale avec obstruction nasale. La consistance est osseuse oscillée et l'absence de rétraction au vasoconstricteur. La radiographie confirme le diagnostic. Le traitement est chirurgical. Maintenant, l'obstruction nasale fonctionnelle. Il existe des cas où le sujet éprouve une sensation de gêne respiratoire par le nez alors qu'il n'existe aucun obstacle mécanique. Est attribué à troubles nerveux. Le réflexe d'excitation du passage de l'air de la fosse nasale n'est pas correctement transmis. Se voit dans la rhinite atropique. C'est la maladie de Lausanne.
et aussi l'obstruction nasale fonctionnelle. Généralement, c'est des patients antécédents d'obstacle mécanique. C'est le cas des adénoïdectomies, qui continuent à respirer par la bouche. Il leur faut comme traitement une rééducation fonctionnelle. Donc, à la fin de ce cours, vous retenez que l'obstruction nasale est un outil de consultation très URL. La hantise du spécialiste reste la cause tumorale, avec en tête dans notre pays le cancer du cavale. L'obstruction nasale bilatérale du nouveau-né et du nourrisson est une urgence médico-chirurgicale nécessitant une prise en charge immédiate. Et merci pour votre attention.